après-midi à tous et merci encore de m'avoir invité, ou plus exactement d'avoir invité Agnès Sinaï, mais qui ne peut pas venir, donc nous avons convenu que je, non pas parle à sa place, mais que je tienne un propos sur des thèmes très voisins, qui sont pas tout à fait ce qui est marqué dans votre programme de cette séance, qui est beaucoup plus large, mais que je vais aborder sous l'angle général de ce séminaire, c'est-à-dire des frontières et des limites, avec peut-être un vocabulaire un peu différent. Alors, je vais intituler ce exposé 3 modèles du monde. Le premier modèle du monde, plus rapidement exposé, sera le modèle de croissance, dont on peut dire qu'il ne se fixe aucune limite et aucune frontière. Le deuxième sera un modèle, on peut dire, de décroissance, dont parlera peut-être également mon ami Serge Latouche, qu'on peut également appeler le modèle augustinien, comme Saint Augustin, et qui peut être résumé par l'aphorisme « tout ce qui croît décroîtra ». Et enfin, un troisième modèle qui nous intéresse particulièrement sous cet angle limite, frontières, bords et autres, même si on utilise d'autres mots, un modèle de rupture ou modèle discontinuiste qui parlera des frontières brusques. Alors, le modèle de croissance, qu'on peut appeler également le modèle productiviste, quand je parle de modèles, ce sont des modèles mentaux, ce sont des modèles qui nous habitent et auxquels on adhère, même parfois de façon contradictoire, dans la mesure où notre esprit, selon les circonstances, peut être tenté d'adopter tel modèle, par exemple le modèle de croissance, et parfois, dans d'autres circonstances, un autre, ou en tout cas se poser des questions sur d'autres modèles. Mais c'est des modèles mentaux qui donnent d'ailleurs lieu à des politiques publiques extrêmement décidées, qui changent la vie, dans un sens ou dans un autre, de centaines de millions de personnes. Donc c'est pas du tout innocent d'avoir des modèles en tête, c'est une sorte de croyance. Par exemple, le modèle de croissance, je regardais encore peut-être comme vous des affiches, je crois, du Parti Socialiste, là, que je voyais encore affichées tout à l'heure, là, en tout cas pour la liste de l'Île-de-France, c'était marqué pour une autre croissance, quoi, avec mon ami Pervenche Berès, qui a été réélu, très bien. Bon, ce modèle productiviste est assez connu, donc je ne vais pas y passer trop longtemps, mais en donner 4 ou 5 attributs. C'est une croyance extrêmement profonde depuis une cinquantaine d'années dans les sociétés occidentales et maintenant dans les sociétés autres que purement occidentales, par exemple en Chine, au Brésil, dans ce qu'on appelle les BRICS parfois, pour désigner quelques pays non occidentaux. Le premier attribut de ce modèle, c'est l'hégémonie de l'économie. Alors, c'est évidemment une tradition à la fois libérale et marxiste, où les uns comme les autres pensent que l'économie est, je reprends le slogan, déterminante en dernière instance. Certes, il y a d'autres attracteurs des comportements et des visions du monde, mais à la fin, c'est l'économie qui détermine tout. On le voit bien avec, dans les médias, dans les propos même des philosophes, des sociologues, des sciences humaines, mais aussi des politiciens, bien sûr, qu'on a l'impression que l'économie réduit notre vie à un pur cycle entre des consommateurs et des producteurs. Il y a bien sûr un accompagnement dans ce modèle, une foi dans le progrès, qui n'est jamais interrogé. Le mot lui-même est laissé pour compte de tous les non-dits. Le déroulement temporel est linéaire. C'est une vision des relations sociales agencée autour de la production et la consommation. Et l'être humain atomisé, liquéfié, pourrait-on dire, n'est qu'un sujet produisant ou consommant. Et il est réduit par cette sorte de métonymie, le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement de l'être humain, par cette métonymie, est réduit à cette fonction de producteur ou de consommateur. C'est ça qui assure
disons, les plaisirs, voire les jouissances, la production ou la consommation. Certains appelaient ça, il y a un siècle et demi, le fétichisme de la marchandise, qui réifie les liens interpersonnels. Donc c'est le premier attribut, ce modèle, tout à l'économie. Il est partagé à droite comme à gauche, il n'est pas spécifiquement libéral dans la version triomphaliste actuelle qu'on peut appeler libéral productiviste ou néoclassique qui maintenant se propage dans le monde. On sait bien que la Chine communiste, entre guillemets, est très croissantiste, autant que le Japon, autant que les États-Unis, mais l'URSS d'hier est également très productiviste, très croissantiste. Et alors certains, évidemment, utilisent ce modèle en disant que c'est le marché qui va produire à la fois le bonheur et la croissance, toujours plus, ou d'autres, ce sont les rapports de production, et que c'est l'économie, mais dans les rapports de production, disons marxistes, qui va déterminer le bonheur, mais toujours l'économique, partagé donc par la gauche et par la droite, de manière très hégémonique hein, dans notre situation actuelle. Troisième attribut, dans ce modèle, il n'y a aucune mention, ou presque, de la nature. La biosphère, Gaïa, la planète, le système Terre, tout ça n'existe pas. Alors c'est pas du tout une sorte d'oubli accidentel de ces modèles libéraux ou marxistes hein, de la croissance. C'est une erreur profonde, on pourrait dire intrinsèque à l'architecture de ces deux grandes pensées historiques, hein, le libéralisme et le marxisme, sous toutes leurs formes, hein, depuis la social-démocratie jusqu'au maoïsme le plus cru. La même chose pour le libéralisme, on peut en voir toutes les... La nature, en fait, est ignorée par ces pensées, à moins qu'elle soit considérée éventuellement comme un ensemble de ressources inépuisables et disponibles pour l'accroissement des forces productives. Le cinquième attribut de ce modèle de croissance, c'est un projet, on pourrait dire, totalitaire, hein, je emploie des gros mots, puisque c'est toute structure, on peut qualifier de productiviste toute structure sociale, pas simplement le marché ou la planification, mais qui recherche la production et la productivité maximale sans égard au contenu dont il s'agit. Et que ça soit social, culturel, écologique, ça peut être les marchés, ça peut être General Motors, ça peut être l'agriculture, l'école, la santé, tout ce que vous voulez. Ivan Illich, d'ailleurs, en a très bien parlé, en montrant que ces structures donc productivistes, qui recherchaient sans arrêt l'efficacité maximale, étaient devenues contre-productives. En gros, le système de santé rend malade, l'école rend abruti, enfin, c'était il y a une quarantaine d'années, tout ça reste très pertinent. Mais ce projet donc, est totalitaire parce que les révolutionnaires voulaient refaire société. Là, c'est encore pire. Dans ce projet de croissance et de productivisme, il s'agit de recréer l'ensemble de la nature. La nature est très mal faite, elle est imparfaite, elle n'est pas guidée par un plan d'ingénieur, je ne suis pas du tout créationniste, il y a beaucoup de déchets, tout ça est sale et puant. Et donc refaire entièrement la nature, et donc la société aussi, est un projet qui va couvrir l'ensemble des domaines, pas simplement le domaine politique entre les humains, mais le projet, on le voit bien avec les biotechnologies, le transhumanisme, etc. Enfin, le scientisme, le positivisme abouti d'Auguste Comte, disons, avec les technologies magnifiques dont on dispose actuellement, va tout recréer, tout refabriquer et tout vendre selon des méthodes rationnelles, scientifiques et incontestables. Donc on peut appeler ça évidemment un projet totalitaire, puisqu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors, le dernier attribut, qui nous concerne aujourd'hui aussi, de ce modèle productiviste, croissantiste, si vous voulez, c'est l'ignorance des limites. Il n'y a pas de limite à l'opérationnalité du monde, ni à la croissance économique au sens du PIB, bien entendu, puisque partout dans le monde, et tous les partis de droite ou de gauche recherchent cette croissance comme, on peut dire, la clé de tous nos problèmes. Le déficit de l'État, le trou de la Sécu, le chômage qui lui-même est croissant. Tout ça va être résolu lorsqu'on va retrouver la croissance. Hein. L'idée, c'est de retrouver un âge d'or des années, disons les 30 glorieuses, entre les années 45-75, pour être rapidement,
rapide. Donc le productivisme, ce modèle, ce premier modèle du monde, hein, mais qui vraiment est hégémonique dans le monde entier actuellement, dans 99% des politiciens, des économistes, des sociologues, des psychologues, même des scientifiques, des citoyens, pensent que, en effet, la croissance c'est bon et qu'il faut la retrouver. Eh bien, la croissance, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de frontières. C'est ce que Aristote pourrait appeler l'oubli, c'est la démesure, c'est l'illimitation, comme dit Alain Caillé, par exemple, dans certains de ses livres. Bon, alors que, évidemment, ce modèle est daté à la fois géographiquement et historiquement. Hein. Il est complètement contingent, ça n'est pas une espèce de nature sociale ou psychologique de l'humanité qui se révélerait, pas du tout. Et même quand on regarde sur 10 000 ans, ou sur 100 000 ans, car il faut se placer dans le cadre anthropocénique, en effet, de la très longue durée, eh bien, ce modèle est tout à fait récent et réservé à un petit nombre de gens depuis, disons, un siècle, et encore, la religion de la croissance ne date même pas du 19e. Bon. Alors, un autre modèle tend plus ou moins à exister, à la fois dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine économique, hein, qui n'est qu'une partie, évidemment, du grand tout, disons, de Gaïa, enfin, en tout cas du système Terre, c'est celui de la décroissance, le modèle que j'ai appelé augustinien, car saint Augustin a dit, dans son sermon 81, paragraphe 8, en décembre 410, le monde est comme un homme, il naît, il grandit et il meurt. Et donc, c'est un peu l'autre aphorisme que je disais, tout ce qui croît décroîtra. En fait, il n'y a pas d'infinité. Vous parliez tout à l'heure de l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Ça existe dans le monde platonique ou platonicien des mathématiciens, et fort heureusement, car on découvre des univers extraordinaires et des constructions, disons, neuronales tout à fait fines. Mais dans le monde réel de la matière, le plus grand nombre qu'on puisse plus ou moins évoquer, par exemple, c'est le nombre de neutrons de l'univers, qui doit être de 10 puissance 80. 10 puissance 90, si vous voulez. Je ne suis pas, évidemment, à 10 ordres de grandeur près. Mais tout est fini. Et tout ce qui croît, par conséquent, on dit parfois, pour se donner l'air savant, tout ce qui croît de manière exponentielle, les exponentielles n'existent pas dans la nature. Les exponentielles deviennent courbées, ou plus ou moins asymptotiques, ou même elles retombent. Et d'ailleurs, dans ce modèle, ce qui est important de dire, c'est que tout ce qui croît, en effet, et beaucoup de choses croissent, y compris les êtres humains, atteignent un maximum, puis décroissent. Et certains de mes amis pensent qu'en effet, tout décroît. Alors, il y a plein d'exemples que je pourrais donner là. Par exemple, bien entendu, la production d'acide borique en Toscane, par exemple. Bien, elle montre une décroissance depuis, elle a beaucoup cru dans les années 1900-1920. L'acide borique, ça sert à faire notamment, par exemple, des colliers pour les yeux. Hein. Bon. Et puis elle a atteint un pic, un sommet vers 1940, et maintenant, depuis donc plus de 70 ans, elle décroît. Bon, mais en fait, on pourrait prendre... on voit des courbes en cloche, hein, c'est ça, je vous les montre comme ça, c'est des courbes en cloche. C'est-à-dire qu'au début, ça croît, puis il y a un maximum, puis ça décroît. Alors là, ça c'était l'acide borique en Toscane, mais là, vous avez par exemple la production de phosphate pour l'agriculture, la production de phosphate, comme ça, alors on est à peu près ici, notamment de phosphates minéraux, car le phosphate organique, le guano, comme on dit, là, il est déjà cuit, il est fini, phosphates minéraux, dont le Maroc est quasiment le seul producteur mondial, hein, 90% du phosphate. Or, comme vous le savez, le phosphate est très important en agriculture, ça fait partie des 3 éléments fondamentaux NPK, comme on dit en chimie, et s'il n'y a pas de phosphate, eh ben, ça marche, les rendements diminuent. Donc, alors, ça décroît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, par exemple, c'est la décroissance des baleines, bon, qui ont décru encore un peu maintenant, là, mais bon, maintenant, elles sont plus ou moins protégées. Mais il y avait beaucoup, évidemment, de production d'huile de baleine avant la découverte du pétrole industriel, hein, pour l'éclairage, et puis des baleines pour les corsets féminins au XIXe siècle. Maintenant, c'est moins utilisé. Mais en fait, des courbes en cloche comme ça, on peut en faire pratiquement pour tout, y compris les sociétés. C'est la dernière que je vous montre ici, là. Les sociétés elles-mêmes
dans ce qu'on appelle leur plénitude. Hein. Eh bien, ça, c'est une courbe d'un philosophe, on peut dire, en fait, il est archéologue américain, Joseph Tainter. Les sociétés croissent, c'est-à-dire que là, bon, vous avez les bénéfices de la croissance, là, à un moment donné, et puis là, au contraire, disons, les dégâts. Et puis, à partir du moment où les dégâts commencent à être un peu plus forts que les bénéfices, eh bien, ils ne croissent pas. Alors, on peut penser à l'Empire romain, qui a mis du temps à croître, mais du temps à décroître aussi. Et il y a, je sais pas, l'île de Pâques, les Mayas, et toutes les sociétés qui ont désormais disparu. Il en sera de même, d'ailleurs, dans un livre tout récent de Naomi Oreskes. Je ne sais pas si vous connaissez cette professeure d'histoire des sciences à Harvard, Naomi Oreskes, qui la semaine dernière a eu son livre traduit en français, je vous le recommande. Ça s'appelle L'effondrement de la civilisation occidentale. Bon, je pense qu'on en a pour quelques décennies. Moi, je suis un peu plus pessimiste qu'elle, je pense que c'est moins que ça, mais bon, on n'est pas à une décennie près. Pour certains, c'est optimiste. Pardon ? Pour certains, c'est plus optimiste. Oui, bah oui, il y a des questions un peu sentimentales, en effet, mais je crois que dans le séminaire de M. Polman, il ne faut pas aller au trop de passion, mais plutôt de l'ordre de la raison. Enfin, c'est toujours difficile. Alors, donc ce modèle augustinien, ce modèle en cloche, quoi. Alors, un des exemples les plus, je vous montre le dernier, c'est l'exemple du peak oil, c'est-à-dire le pic de production de pétrole. Hein. Depuis 1880, le pétrole, évidemment, est en production croissante, et puis on est pratiquement ici, et ça va décroître, et ça va beaucoup changer le monde. Il y a des gens qui n'y croient pas à ce peak oil, hein, qu'on voit comme ça, là. Nous, on est à peu près ici, on est au moment du pic, à quelques années près. Par exemple, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui est un organe de l'OCDE, donc c'est des gens extrêmement sérieux, ils sont plusieurs centaines, hein, des économistes, des géologues, des pétroliers, des savants, hein, ne croient pas du tout au peak oil, ne croient pas à la décroissance de la production de pétrole, et on voit bien sur cette courbe-là que, même si c'est jusqu'en 2035, vous voyez, ça croît sans arrêt. C'est un fantasme, mais ça existe, il y a des gens qui y croient, et qui font, encore une fois, des politiques publiques ou économiques basées sur ce modèle. Alors, pour aller encore un peu plus vite, bon, je ne veux pas parler de la décroissance, de la récession, là non plus. Vous avez compris le modèle augustinien, le modèle de décroissance, c'est que bon, tout ce qui croît décroîtra. Mais c'est également, peut-être que Serge Latouche en parlera, la décroissance, alors au sens plus métaphorique, un projet de société plus sobre, plus frugale que celle de maintenant, qui n'en a plus pour longtemps. Alors, un troisième modèle, je terminerai par ça, hein, pour être bref, c'est un modèle également, dans les deux premiers que j'ai présentés très rapidement, hein, eh bien, on a l'impression que l'histoire, à part quelques accidents comme les guerres mondiales, se déroule de manière assez continue. Il y a des évolutions, bien sûr, sans arrêt, il y a des changements. Au contraire, dans le modèle que j'appelle discontinuiste, ou le modèle de rupture, non, l'histoire est essentiellement caractérisée par des ruptures brutales, quelques mois, quelques années, quelques décennies. Et puis après, il y a évidemment des périodes d'évolution lente, où le modèle habité dans l'esprit des gens, et puis le modèle réel des comportements ne change pas beaucoup. Alors, là, je vais adopter un vocabulaire qui rejoint le vôtre, mais qui est peut-être moins sciences humaines et plus sciences physiques, un peu mon origine, ou sciences dures, comme on dit parfois, les sciences humaines étaient molles, qui est le vocabulaire des systèmes dynamiques évolutifs. Alors, par exemple, on ne parle pas justement de frontières ou de limites, on peut en parler, hein, mais on parle par exemple de transition de phase ou de seuil, qui sont des mots extrêmement précis dans les sciences physiques. Par exemple, en voilà une qui a eu lieu en 4 jours, entre le 8 et le 12 juillet 2012. Alors ce sont des images satellites de la NASA, hein, sur le Groenland, sur la calotte glaciaire du Groenland. Bon, ce qui est en blanc, c'est la glace du Groenland, et puis ce qui n'est plus en blanc 4 jours après, c'est pas que toute la glace avait fondu, c'est que la glace superficielle a fondu pendant 4 jours. C'est la première fois que ça arrive, que la NASA a découvert ça, c'était il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Hein. Alors vous voyez, c'est une transition de phase. Alors typiquement, parce que
l'eau a plusieurs phases. On sait qu'il y a la phase solide, qu'on appelle la glace, la phase liquide, puis il y a la phase vapeur d'eau. Alors ça se passe de manière très brutale, hein, entre la glace et l'eau, ou bien entre l'eau et puis la vapeur, à 100 degrés, enfin c'est même une base des sciences physiques pour mesurer la température, gna gna gna. Eh bien là aussi ça a été extrêmement brutal. En 4 jours, on est passé d'une phase solide à une phase liquide. Bon. Alors une autre image si vous voulez, qui est tirée d'un article qui est paru dans Nature le 6 juin 2012, voilà 2 ans, par une trentaine d'écologistes, climatologues et autres océanographes, menés par Anthony Barnowski. Et le titre de cet article était Approaching a State Shift in Earth Biosphere. Donc c'est un changement global du système Terre. C'est plus simplement la glace, par exemple du Groenland, qui va fondre un peu. Hein, c'est un changement global qu'il représente comme ça par une courbe sur laquelle on va éventuellement revenir. Alors, vous voyez, ça c'est le système Terre en 1700, il y a 3 siècles, 1800, 1900, 1950, 2011, 2025, et en 2000, eux ils disent 2045. Naomi Oreskes, elle dit plutôt 2073, je crois, elle est très précise. Bon, mais peu importe, on n'est pas... Alors bon, il a vous voyez, ce graphique qui veut que pendant quelques siècles, enfin même bien avant c'était pareil, hein, l'évolution était darwinienne, on peut dire, mais que bientôt, on va mettre 2045, mais encore une fois c'est très imprécis, hein, eh bien il y a un changement d'état brutal. Là. On passe, comme dirait mon ami René Thom, dont vous connaissez peut-être les travaux, eh bien on passe dans une catastrophe de type pli ou fronce, on passe d'un étage à un autre, là, brutalement, quoi, sans qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une discontinuité extrêmement rapide, comme le Sahara est passé finalement d'un état de luxuriance végétale, il y a à peu près 7000 ans, à un désert maintenant. Il pourrait en être la même chose, on l'a vu un petit peu pour le Groenland, mais de l'Amazonie, ça peut être extrêmement rapide, ces changements, et non pas lent au sens géologique du terme. Bien, alors là, on peut le faire sur le marché aussi, mais je ne vous le fais pas. Bon, je vais terminer par quelques petites images là aussi. Oui, c'est juste pour formaliser ce que peut être un changement brutal dans cette à la fois métaphore et en même temps modèle, on peut dire opérationnel, où on peut, en fixant certains paramètres, faire des simulations de l'évolution d'un système, donc éventuellement pas prédictif au sens déterministe du terme, en tout cas des modèles, disons, de prospective. Eh bien, en voilà un, par exemple, hein, qui est fait, où on voit ce qu'on appelle un bassin d'attraction, et ça, c'est le système en question qui est là, qui est représenté par une boule noire. Bon, il est dans un bassin d'attraction, alors il y a des perturbations qui le bougent un petit peu, hein. Ça c'est des modèles qui sont liés à ce qu'on appelle maintenant, c'est vaguement à la mode, la résilience, hein. C'est-à-dire que tous les systèmes, aussi bien notre organisme, même une cellule, ou bien alors le système Terre, la biosphère dans son ensemble, mais le système capitaliste, si vous voulez dire ça comme ça, ils sont évidemment soumis à des perturbations. Mais les perturbations ne sont pas suffisamment fortes pour les faire changer de bassin d'attraction. Là, donc, typiquement, ce modèle n'a qu'un seul bassin d'attraction. Il bouge un petit peu, comme la boule de billard, si vous voulez, là. Mais alors, sous l'effet du temps, ça c'est le changement, là, les conditions peuvent changer, les conditions climatiques, par exemple, hein, ça peut changer, mais plein d'autres conditions, hein, économiques, sociales, que sais-je. Eh bien, ce système les conditions ayant changé, alors le même système n'est pas simultanément dans 2 états. Il n'y a que dans les états quantiques qu'on peut avoir éventuellement ça, encore ça devient incompréhensible, peu importe. C'est pour montrer que ici se forme, vous voyez, un autre bassin d'attraction, et que s'il y a une perturbation assez forte, le système va passer de ce bassin-là à ce bassin-là. Mais très rapidement. L'idée, c'est du changement brutal, de la rupture, et non pas d'un changement lent. Bon, alors, il y a par exemple un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Horowitz, qui a été physicien, puis ensuite il travaille maintenant, justement, il fait des modèles de discontinuité pour les assurances, car
en ce qui concerne la discontinuité du monde, à une petite échelle locale ou à une grande échelle comme le système Terre, comme ce que dit Barnowski là, ceux qui s'intéressent le plus à ça sont vaguement les écologistes, si vous voulez. Les politiciens ne s'intéressent pas du tout à ça, ils pensent que, encore une fois, ils sont dans le modèle croissantiste continuiste, hein. Tout va pour le mieux, votez pour moi, ça ira mieux demain, etc. Et donc, mais ceux qui s'intéressent à ça sont les militaires et les assureurs, et même les réassureurs. Notamment Munich Re, par exemple, hein, eh bien, ils s'intéressent beaucoup à ça, donc ils travaillent pour les compagnies d'assurance pour faire des modèles, non pas de prévision exacte, il n'y a pas de science exacte du futur, mais disons de prospective. Et par exemple, il a fait un modèle comme ça pour montrer qu'il y a des infrastructures critiques. Il en a fait, je crois qu'il y en a à peu près 4 ou 5. Hein. Là, c'est l'énergie, là, c'est les communications, là, c'est la bureaucratie, là, c'est l'eau, et puis là, c'est le système financier. Bon, et puis regarde les liens entre ces systèmes du monde. Hein. Et en fait, ils sont maintenant tellement connectés dans la mondialisation, où même le prix de la vache à Saint-Aubin-le-Vignier en Ille-et-Vilaine, eh bien, dépend évidemment du marché mondial, hein, de la viande de bœuf. Bon. Eh bien, donc, il a fait comme ça, et il a essayé de simuler ce qui pourrait se passer selon certaines conditions. Et lui, alors, je vous invite à lire David Korowitz, car vous trouverez ses publications dans une association dont il fait partie, c'est un Irlandais, qui s'appelle FEASTA, F-E-A-S-T-A. Il a écrit 3 ou 4 polycopiés, notamment pour les compagnies d'assurance, mais c'est public. Et bon, c'est un petit peu techno, parce qu'encore une fois, il est physicien, mais c'est assez impressionnant. Voilà un autre de ses modèles, David Korowitz. C'est marqué en bas. Et on partage un certain pessimisme teinté d'espoir. Voilà, eh bien, c'est la fin.